Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous parler d'un sous-genre que j'aime énormément, qui est l'apo, le post-apo, qui est en fait ouais, un sous-genre que j'adore. Et voilà, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais bon bah je l'avais pas faite parce que bah comme vous vous en doutez, avec le climat actuel, c'était peut-être pas la meilleure idée de participer à l'anxiogénité. Je sais pas si ça dit l'anxiogénité des réseaux sociaux, mais voilà, là la pression a un petit peu retombé, moi je me sens capable de faire cette vidéo, et donc voilà, je vais la faire. Après, si vous êtes vraiment très anxieux à cause de la situation actuelle, peut-être qu'il est mieux pour vous que vous regardiez pas cette vidéo, puisqu'on va parler d'apocalypse, de virus, de pandémie, de mort de la société, et ouais, du coup, si ça vous angoisse, ne regardez pas la vidéo, et peut-être remettez à plus tard la lecture des ouvrages dont là je vais parler. Voilà. Bon, petit problème de caméra, c'est bon, je reprends. Voilà, je disais qu'il y a des romans que je vais vous présenter qui sont vieux, d'autres qui sont récents, certains qui sont réalistes et d'autres qui sont totalement surréalistes, qui sont plutôt dans des veines fantasy que science-fiction. Enfin bref, on verra ça plus tard, c'est pas très important. Alors, je commence par vous présenter Ravage de Barjavel. Voilà, en plus il est plastifié, donc je sais pas si vous verrez bien. Ravage de Barjavel, qui est un roman, un classique du genre en fait, qui est même peut-être un fondateur du genre de l'anticipation et du roman apocalyptique post-apocalyptique. C'est un roman qui a été écrit sous l'occupation allemande et qui a été publié en 1943, donc c'est un roman qui date un peu, mais surtout c'est un roman en fait qui fait l'idéologie du régime de Vichy et qui fait parfois l'éloge de Pétain. Donc c'est un roman qui, idéologiquement parlant, est un peu problématique. Si vous le lisez, je vous invite à prendre du recul critique par rapport à votre lecture, parce que voilà, parfois il est quand même un petit peu limite. Je l'ai lu il y a longtemps, donc je me souviens pas trop des passages marquants, mais voilà, les critiques sont assez unanimes pour dire qu'il est parfois problématique, mais ça reste un livre très intéressant, donc je voulais quand même en parler. C'est un roman qui, comme beaucoup de romans de science-fiction et de romans post-apocalyptiques surtout, est fondé sur l'idée qu'en fait la science n'est pas forcément bénéfique à l'homme et à la société humaine. En fait, depuis le début du 19e siècle à peu près, enfin peut-être avant, je suis pas bien sûre, on a comme pensée dominante dans notre société une forme de positivisme scientifique qui est en gros l'idée que la science est bonne pour l'homme et est bonne pour la société, et que plus on a de progrès scientifique, plus on a une évolution de l'homme et de la civilisation. Donc ça, c'est la pensée dominante depuis voilà, la fin du 18e, le début du 19e, et c'est encore la pensée dominante dans nos sociétés. Enfin, la plupart des gens pensent que la technologie et les sciences sont bénéfiques pour l'homme, voire miraculeuses, et qu'on va un petit peu avoir notre salut grâce aux sciences, ou en tout cas que c'est absolument nécessaire à nos sociétés. C'est d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos de toute façon, enfin bon voilà. C'est sur cette idée par exemple que repose le transhumanisme, qui est une école de pensée mondiale, et c'est beaucoup de gens dans le monde qui se sont regroupés, qui ont signé un manifeste et tout, qui ont une certaine vision, comment dire, qui ont une certaine vision du rapport entre l'homme et la science, et voilà. On est plutôt dans un monde qui met la science, enfin qui érige la science comme quelque chose de très bénéfique, très positif, mais en fait au fur et à mesure de l'histoire et de l'avancée technologique, il y a de plus en plus de voix dissidentes qui sont apparues et qui sont venues dire non, en fait la science c'est pas du tout quelque chose de très bon pour l'homme, c'est pas quelque chose qui est bon pour nos sociétés. En fait, c'est même quelque chose qui nous pervertit notre nature humaine et qui nous fait sortir de notre société naturelle, de ce qu'on devrait être. Par exemple, c'est à ça que Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction français que vous connaissez peut-être, il est à fond dans cette idée en fait, que la science nous pervertit totalement et pervertit notre humanité. Bref, il y a tout un discours sur la science, la morale, l'humanité. Là, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'était important quand même de le signaler pour ce livre. En fait, c'est un livre qui va nous dire que justement, la science n'est pas notre amie, qu'on serait mieux sans elle, et qu'il faut qu'on réussisse à retrouver une meilleure harmonie avec la nature. Dans Ravage, Barjavel nous parle d'un monde qui repose énormément sur la technologie. Par exemple, il invente des espèces d'avions, des espèces de trains, de voitures volantes, une nouvelle source d'énergie, je crois. Et en fait, du jour au lendemain, la technologie s'effondre, c'est-à-dire que les machines ne fonctionnent plus, les avions s'écrasent, les voitures explosent, et ça plonge en fait la société dans le chaos, puisque d'un seul coup, parce que déjà, en fait, ça crée des dommages matériels, parce qu'il y a des choses qui tombent, qui s'effondrent, qui tuent des gens, qui prennent feu. Et il y a aussi le fait que les gens, d'un seul coup, sans technologie, ils sont incapables de se nourrir, de se chauffer, de se déplacer. Donc voilà, ça crée un effondrement de la société. On va suivre un groupe de personnes qui vont essayer de quitter la ville et de survivre en fait dans cet énorme merdier. Et de survivre, de quitter la ville, de s'éloigner le plus possible
et de refonder une société, une civilisation, enfin en tout cas une communauté à un autre endroit. Voilà pour le résumé. Alors c'est un roman qui est très court et qui est très intéressant. Je pense que pour les amateurs de science-fiction, pour les gens qui s'intéressent vraiment à la science-fiction et aux classiques et aux origines de la science-fiction, c'est intéressant de lire ce livre parce que c'est quand même un fondateur du genre. C'est un roman qui est intéressant, même s'il faut prendre des petites pincettes et le lire avec du recul parce qu'il y a des petites choses qui sont quand même un petit peu gênantes. Par exemple, au niveau du sexisme, clairement, c'est pas le livre féministe de l'année. Et voilà, comme je le disais, il y a des petites choses pétainistes qui, enfin, moi personnellement, ça me plaît pas des masses, quoi, le pétainisme. Et donc voilà, il y a des choses comme ça avec lesquelles il faut être un peu prudent, mais c'est un roman qui reste intéressant, qui se lit tout seul. Ensuite, je vous présente La submersion du Japon par Sakio Komatsu, qui est un livre qui est paru en 1973. On est au Japon et des scientifiques découvrent que tout un tas de cataclysmes vont s'abattre sur le Japon en raison du fait qu'il est, comme vous le savez, placé sur la jonction de plaques tectoniques, et donc en fait, ils prévoient de grands tremblements de terre, des réveils de volcans et des grands tsunamis, et en fait, ils ont prévu l'anéantissement du Japon, sa submersion, enfin sa destruction totale, sans que rien ne soit possible de faire pour le préserver, en fait, parce qu'on peut pas le téléporter à un autre endroit de la planète, et donc il faut évacuer la population. Alors j'ai lu ce livre il y a longtemps, donc très sincèrement, je m'en souviens pas très bien, je me souviens pas trop de l'intrigue des personnages et de ce qui se passe dans le détail, mais je me souviens de passages, voilà, j'ai des images qui me reviennent, donc il y a quand même des passages qui m'ont marqué, et c'est un livre que je me souviens avoir beaucoup aimé, et quand je l'ai terminé, je me souviens que j'étais waouh, c'était quand même vachement bien comme livre. La société et la mentalité japonaise sont extrêmement différentes de ce qu'on connaît nous en France et en Europe, et donc il faut s'attendre en lisant ce livre à une ambiance et à une psychologie des personnages qui sont vraiment très différents de ce qu'on connaît, enfin de ce qu'on lit habituellement en science-fiction occidentale, et je pense que ça fait partie de l'intérêt, de l'originalité pour nous lecteurs français, en fait, de découvrir ce genre-là, la veine post-apocalyptique, enfin apocalyptique, post-apocalyptique, mais sous la plume d'un auteur qui est d'une culture totalement différente de la nôtre. Voilà, je m'en souviens pas très bien, je peux rien vous dire de plus, mais je voulais quand même vous le présenter parce que c'est un livre que je crois pas être très connu, je me suis dit que ça en intéresserait peut-être certains d'entre vous de le découvrir. On passe maintenant à de la science-fiction plus contemporaine et je vous présente Le paradoxe de Fermi de Jean-Pierre Boudin, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors Jean-Pierre Boudin, c'est un mathématicien et je trouve que ça se ressent pas mal à la lecture puisqu'il y a une approche vraiment très scientifique, j'ai trouvé, de l'apocalypse. En fait, dans ce roman qu'on a sous la forme d'un journal, en fait, on va suivre un homme qui assiste à l'effondrement de sa civilisation. Ça commence avec un crash boursier, les gens n'ont plus leur salaire, ils n'ont plus d'argent, il commence à y avoir des émeutes en ville et bref, de fil en aiguille, la société s'effondre et on va suivre cet homme qui va quitter la ville, qui va essayer de s'intégrer à d'autres communautés, qui va essayer de s'adapter dans ce nouveau monde. Il y a, comme je disais, une approche très scientifique, donc vous allez me dire, oui, comme dans tous les romans de SF, mais là j'ai trouvé ça assez particulier parce que voilà, l'auteur est mathématicien, je trouve que ça se ressent, qu'il y a vraiment quelque chose de différent, de plus froid peut-être dans l'analyse des choses qui se passent, et même par rapport aux personnages, on est moins dans la compassion que dans l'analyse en fait des comportements des uns et des autres, enfin il me semble en tout cas. Et il y a aussi le fait que c'est un roman que l'auteur a écrit pour illustrer de manière narrative, de manière romanesque, l'hypothèse scientifique, qui est l'hypothèse qui donne son nom au bouquin, en fait, qui est le paradoxe de Fermi, qui est une hypothèse scientifique selon laquelle en fait toutes les sociétés sont vouées, en fait toutes les sociétés qui atteignent un certain niveau de civilisation sont vouées à s'effondrer. Enfin voilà, je vous laisse découvrir un petit peu les détails de cette théorie si ça vous intéresse en regardant sur Wikipédia ou en regardant le livre. Mais voilà, en fait le roman illustre cette idée-là et en fait du coup ce qui se passe dans le roman, l'intrigue et les pensées du personnage sont à travers ce prisme, cette théorie-là, quoi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé vraiment fascinant et poignant à plein de moments. J'ai pas ressenti beaucoup de sympathie pour le personnage principal, mais je pense que c'est pas le but non plus. En fait, ce manque d'empathie et d'identification, ça m'a pas empêché d'être intéressée par son parcours et par ce qu'il disait, parce que même si je l'appréciais pas particulièrement en tant que personne, enfin en tant que personnage, il avait quand même des réflexions intéressantes et en fait, son parcours était intéressant et ça restait quand même très poignant. Il vit des épreuves assez terribles, il se retrouve dans des situations absolument horribles et ça reste absolument fascinant à suivre. Enfin, si vous aimez ce genre-là, sinon je pense que ça peut être surtout très très angoissant. Mais voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Là encore, il est assez court, donc du coup, si vous voulez découvrir le genre, ça peut être une bonne porte d'entrée. On passe maintenant à une trilogie post-apo que j'ai absolument adorée. Enfin, en fait, j'ai lu que les deux premiers tomes, j'ai pas lu le troisième tome parce qu'en fait, je les ai lus chez ma mère et voilà,
voilà, j'ai pas pris le 3e tome en partant, j'aurais dû, parce que du coup, ça fait longtemps que j'ai lu le premier et le tome 1 et le tome 2, et j'ai jamais lu le tome 3, donc va falloir que je recommence. Enfin, bon, bref, je vais vous parler de la trilogie Le Passage de Justine Cronin, qui en fait, Justine Cronin, je sais pas, je vous le noterai quelque part, qui est en fait une apocalypse, enfin en fait on a les deux, on a l'apocalypse et le post-apocalypse, avec des espèces de créatures qui sont pas des zombies ni des vampires, mais qui sont un petit peu un croisement des deux, parce qu'en fait c'est des créatures qui sont très grandes, très fortes, très puissantes, et qui tuent les hommes, et en fait qui en mordant d'autres créatures, enfin en mordant les hommes, ça les transforme à leur tour en créatures, et je crois que ça se fait par la morsure. Donc voilà, c'est pour ça que je dis croisement entre zombies et vampires, en tout cas des créatures pas sympas. On va suivre, dans le tome 1 en fait, on va commencer par suivre un laboratoire de recherche dans lequel il se passe des choses pas très claires et pas très nettes. Notamment en fait, ils ont enfermé des gens sur lesquels, une dizaine de personnes sur lesquels, des hommes, sur lesquels en fait ils font des expériences. En fait, au début on sait pas bien ce qu'ils font, mais on sent bien venir le truc pourri quand même. Et en fait, ils font des expériences sur eux et ça tourne pas très bien. Et voilà, à un moment ça part forcément, on s'en doute, en grosse boulasse, et du coup pas les patients en fait, plutôt les cobayes s'enfuient et déclenchent l'énorme apocalypse. Ils tuent plein de gens, ils contaminent plein de gens, et de fil en aiguille le monde entier est contaminé et deviennent des espèces de créatures zombies vampires. En parallèle à ça en fait, on va aussi suivre une petite fille qui s'appelle Amy, et qui elle aussi vient de ce laboratoire, enfin je sais plus si elle vient de ce laboratoire, mais en tout cas elle est liée aux personnes qui travaillent dans ce laboratoire. C'est une enfant qui est vraiment bizarre et étrange, mais on sait pas trop en quoi en fait, on comprend pas trop en quoi et comment et pourquoi au début, parce que on va l'apprendre par la suite. Et en fait à un moment elle va s'échapper de la surveillance des personnes qui la gardent, et elle va s'enfuir. Voilà, ça c'est le début du roman, c'est assez long à se mettre en place, enfin c'est assez long avant qu'on en arrive à la partie du roman qui est post-apo avec les survivants, comment ils luttent contre les vampires, zombies, tout ça. Mais voilà, je pense que ça dure bien 200 pages, peut-être même plus. On a toute cette partie sur toute cette introduction en fait qui va nous parler de ce laboratoire, de ses habitants et de Amy et d'où elle vient, qui elle est. Et c'est assez long à se mettre en place, voilà, mais en même temps c'est super intéressant parce que l'auteur prend le temps de poser son univers, de poser les bases scientifiques à ce qui va se passer plus tard, et voilà. Et puis Amy c'est un personnage qui est super important pour la suite de l'histoire, et donc on va vraiment s'intéresser à qui elle est, sa psychologie, ses relations avec les personnages, et c'est vraiment ce qui je pense fait un des grands atouts de ce roman, c'est que le roman prend son temps et est super développé, enfin j'ai trouvé en tout cas. Après cette partie là on a un très gros saut dans le temps, une centaine d'années plus tard, et on va suivre en fait les survivants de cet apocalypse qui se sont réunis en communauté et qui essaient de survivre tant bien que mal, de ne pas se faire buter par les vampires. Ils ont en fait construit des espèces de villes barricadées, ils se sont organisés en société pour avoir des soldats, des patrouilleurs, des gens qui... en fait, ils ont réussi par la technologie à éloigner en fait les zombies, et donc du coup il faut maintenir ça en fait et survivre tant bien que mal. Et donc on va suivre cette communauté là jusqu'au jour où en fait ils vont rencontrer Amy en fait, donc la petite fille dont je parlais plus tôt, ils vont la rencontrer, et ça va changer leur monde et leur vie, puisqu'ils vont découvrir des choses, et ça va les précipiter dans des péripéties en fait. Et voilà, c'est un roman où il se passe énormément de choses, où il y a beaucoup d'action. Je me souviens plus trop bien là, j'essaie de distinguer dans ma tête ce qui appartient au tome 1 et au tome 2, et c'est pas simple parce que les deux se mélangent un petit peu, mais il se passe beaucoup de choses, c'est super intéressant, j'adore ce livre. Là, en reparler, ça me donne vraiment trop envie de le relire, parce que voilà, j'ai pas lu le tome 3, je regrette un peu, et en ce moment j'ai envie de faire des relectures, j'ai envie de relire l'Assassin Royal, et j'ai très envie de relire ce livre, donc voilà, peut-être je me laisserai tenter. Et voilà, en tout cas je vous le conseille si vous aimez les livres post-apo avec des vampires, des zombies, et où il se passe plein de choses. Vraiment c'était vraiment très très cool. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà moultement parlé sur cette chaîne, parce que c'est un livre, enfin une trilogie que j'adore. Donc je vais vous parler de la trilogie Les Livres de la Terre Fracturée de N.K. Jemisin, dont voici le premier tome. Donc c'est la trilogie, je l'adore, mais vous le savez peut-être, le tome 1 c'est vraiment mon ultime favori, celui que je préfère, que j'ai adoré, ça a été une lecture incroyable, genre vraiment l'énorme coup de cœur, la grosse claque en fait, où quand tu le termines t'es choqué et tu sais pas quoi faire de ta vie pendant une semaine, et vraiment ce livre est génial. Et il est justement dans une veine apocalyptique, post-apocalyptique, mais là on est encore sur un truc un peu fantastique, à la croisée des genres entre fantasy et science-fiction. On est dans un univers qui est extrêmement sujet aux catastrophes climatiques de type volcan, tremblement de terre, tsunami, ce genre de choses. Et dans cet univers, il y a des personnes qui ont en fait un pouvoir qui s'appelle l'orogénie, et du coup eux on les appelle des orogènes, qui ont la capacité justement de contrôler la Terre
et du coup d'arrêter les volcans, d'arrêter les tremblements de terre, tout ça. En fait, ils ont une espèce d'affinité avec les forces terrestres et ils peuvent contrôler des choses, ils peuvent soit déclencher, soit arrêter des catastrophes naturelles, mais ils ont aussi en fonction de leur puissance d'autres pouvoirs. C'est des personnes qui sont dans la société absolument détestées, et donc la plupart doivent vivre cachés en fait, ne pas dire ce qu'ils sont et quels sont leurs pouvoirs, sinon ils se font assassinée. On va suivre une femme qui rentre chez elle et qui découvre en fait que son mari a battu son fils à mort et que son mari est parti avec leur fille au moment où justement il se passe une énorme apocalypse sur cet univers. C'est-à-dire que loin, mais pas assez loin, d'un seul coup il y a toute une faille de volcans, enfin toute une série de... Il y a toute une chaîne de volcans qui s'est réveillée et donc du coup ça a créé une énorme faille dans le continent avec des tremblements de terre, des émanations toxiques, enfin bref, la grosse merdasse avec une énorme apocalypse qui arrive. Et dans cet univers-là, quand il se passe des gros phénomènes naturels comme ça, catastrophiques, on appelle ça la 5e saison, d'où le titre du livre, c'est-à-dire en fait une saison dans laquelle la nature est morte et où il devient très difficile de survivre parce que y a des retombées de cendres, les gens meurent de faim, les plantes meurent, les animaux meurent, bref, tout le monde meurt et ça devient une grosse galère, donc les gens se barricadent dans des communautés et attendent de survivre. Sauf que là, en fait, la 5e saison, au lieu de durer quelques semaines ou quelques mois comme d'habitude, il est prévu qu'elle dure, enfin les spécialistes prévoient qu'elle dure des siècles ou peut-être qu'elle ne s'arrête jamais, donc c'est clairement la grosse merdasse. On va suivre cette femme qui va essayer de retrouver sa fille mais qui va se retrouver liée au destin du monde, puisque en raison de sa nature d'orogène, en fait en raison de ses pouvoirs et de son affinité avec la Terre, elle se retrouve une des rares personnes qui est capable peut-être de faire quelque chose et de sauver le monde, et en tout cas elle est très liée à tout ce qui s'est passé et on va découvrir un petit peu son histoire. Dans ce tome-là en fait on va suivre plusieurs temporalités et plusieurs personnages pour nous faire comprendre en fait le monde dans lequel ça se passe, comment c'est organisé, qui sont les orogènes, comment vivent les communautés et surtout pour nous faire comprendre, enfin pour nous faire découvrir en fait le passé de notre personnage principal. C'est pas toujours très facile à suivre ces changements de temporalité, notamment parce qu'en fait il y a une narration très particulière que je vous laisse découvrir parce que c'est très original, mais voilà, c'est assez complexe à suivre. Il y a une narration qui est très particulière, une plume qui est très belle, enfin moi en tout cas j'ai adoré même si c'est une traduction, mais qui est assez particulière aussi, donc ça peut être déroutant et je pense que on a tous eu en tant que lecteur cette espèce d'incompréhension totale les 20 premières pages en se disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de lire là exactement, mais ensuite voilà, une fois qu'on comprend un petit peu comment ça fonctionne, c'est vraiment une lecture incroyable et la fin va vous laisser mais sur le cul, franchement c'est... Je l'ai déjà beaucoup conseillé, mais vraiment, si vous ne l'avez pas lu et qu'il vous tente, mais vraiment, jetez-vous, lancez-vous, parce que c'est un roman qui est magnifique et qui va vraiment vous laisser un sentiment incroyable, et le reste de la trilogie est très cool aussi, mais vraiment, laissez cette chance à ce roman, surtout que maintenant il est sorti en poche, donc voilà, il n'y a plus trop d'excuses. Ensuite, je termine sur un tout petit roman dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Terre errante de Liu Cixin. C'est un auteur chinois qui est surtout connu pour sa trilogie de SF Le Problème à 3 corps. Là, c'est un tout petit roman qui fait à peu près 80 pages et qui raconte comment on a dû sortir la Terre de son orbite pour la faire quitter le système solaire. En fait, il y a des scientifiques qui découvrent qu'il est en train de se passer une réaction chimique dans le Soleil et que le Soleil va exploser en détruisant avec lui l'intégralité du système solaire. Et donc il faut sauver l'humanité, mais c'est impossible de mettre tout le monde dans des vaisseaux spatiaux et la seule solution qu'ils trouvent en fait c'est de mettre des réacteurs sur la Terre pour faire quitter le système solaire à la Terre, en fait, pour la faire aller dans un autre système solaire. Donc voilà, c'est un roman de hard SF qui laisse donc énormément de place à la science et aux explications scientifiques. On va suivre tout ce destin de la Terre, en fait, à travers le regard d'un personnage masculin qu'on rencontre quand il est enfant et qu'on quitte quand, enfin bon, je vous dis pas, vous découvrirez vous-même. Le roman commence quand le personnage est enfant et qu'en fait, on va allumer les réacteurs pour commencer à faire bouger la Terre de sa place dans le système solaire. Et donc voilà, il se passe plein de choses. Évidemment, vous en doutez, faire sortir la Terre de son orbite, ça a énormément de conséquences absolument énormes pour la Terre, des conséquences qui sont absolument cataclysmiques. En fait, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'on est sur une apocalypse qui n'est pas à échelle de la société ou à l'échelle d'un continent, d'une ville, c'est pas un effondrement de l'homme en fait. C'est une apocalypse à l'échelle planétaire et du système solaire en fait, à l'échelle de l'univers. Donc c'est des conséquences absolument cataclysmiques avec des enjeux énormes. Où le roman nous fait sentir vraiment absolument tout petit face à l'énormité et l'immensité des pouvoirs de la nature et de l'univers en fait. C'est un roman qui est super puissant et qui nous fait sentir ridiculement faible.
Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains titres vous font envie ou à me faire des recommandations si vous en avez. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de faire de bonnes lectures et je vous souhaite une bonne semaine.